Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon Patricia, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a intéressée à préparer sur l'hypnose. Mhm. On a appelé ça les pratiques d'hypnose parce qu'on va parler de plusieurs pratiques et notamment on va plutôt s'axer sur l'hypnose dite thérapeutique et on va parler aussi pas mal de l'hypnose dite régressive. Ok. Donc l'hypnose, c'est quoi? Alors c'est l'induction d'états modifiés de conscience qui permettent de mobiliser des ressources et des capacités dont nous n'avons pas conscience. En tout cas, c'est la définition que j'ai trouvée. Donc voilà, l'hypnose, elle sert à à dénouer des blocages en mobilisant nos ressources intérieures. Et l'hypnose, c'est un état naturel, puisque à l'état naturel, on est, par exemple, en hypnose quand on est absorbé par un film, quelque chose vraiment qui nous intéresse beaucoup, ou quand on conduit machinalement et qu'on s'aperçoit qu'on est arrivé chez nous alors qu'on n'a pas vu passer le trajet. Voilà. On dit que c'est un état qui est proche de l'endormissement et qui produit donc des ondes θ dans le cerveau. Et on parle d'état hypnotique dès lors que notre mental lâche prise. Voilà. Je vais vite sur ça. Bon, je ne suis pas forcément totalement d'accord, voilà. Mais on verra après. Voilà. Et donc on nous dit que c'est un état entre la veille et le sommeil. Voilà. Bon, déjà dis-nous ce que tu en penses. Tu dis que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, pour moi, l'hypnose, je le mets... Alors, on peut être induit, comme Dieu dit, en état d'hypnose de par des films, etc. Mais pour moi, ce n'est pas un état qui est pas totalement naturel. C'est comme si tu me disais, la transe, c'est un état naturel, alors que c'est en fin de compte, c'est induit par quelqu'un. C'est pas quelque chose dans un état dans lequel on est naturellement et dans lequel on peut rester naturellement. Et du coup, pour ça, ça me gêne un petit peu de dire que c'est un état naturel. C'est un état dans lequel notre corps, notre être peut se mettre. Oui. Mais pour moi, il doit être induit d'une certaine manière, donc c'est pas naturel de l'avoir. Alors, je comprends par rapport au fait que le film peut être un élément extérieur, ça je comprends, mais quand on parle d'état entre la veille et le sommeil, au moment de l'endormissement... pour moi, ça c'est pas un état d'hypnose. D'accord. Ok, oui. Et c'est un peu comme... Mais du coup, c'est moi qui ai une définition qui est différente aussi. Moi, on parle là de ma propre définition à moi. Pour moi, l'état qui va être... certes, en fait, c'est comme si, pour moi, les gens disent on provoque où il y a des ondes θ, et ben dans ce cas-là, on est forcément en état d'hypnose. Pour moi, il faut d'autres facteurs en plus pour dire que c'est une hypnose, pas que forcément les ondes. Et c'est vrai qu'on va passer par ces ondes dites θ quand on va aller dans l'état de sommeil, on passe par ces ondes-là. Donc il y en a qui disent, dans ce cas-là, on passe par un état d'hypnose. Or, un état d'hypnose est un état qu'on ne contrôle pas totalement. Et donc du coup, pour moi, il y a forcément quelqu'un d'extérieur ou une action ou un événement comme le film, etc., qui va amener et qui va du coup avoir une certaine manipulation, un certain contrôle. Là, pour moi, on rentre plus dans quelque chose qui est lié à l'hypnose. Donc, quand on passe au sommeil, tu vois, il n'y a pas ce côté contrôlant de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas hypnose. Alors, je pense que cette image-là de l'état juste avant l'endormissement, c'est pour donner une image de ce qu'est l'hypnose. Pour que les personnes essaient peut-être de voir un peu la sensation aussi, parce que la sensation peut être très proche. Mais voilà, pour moi, en tous les cas, dans ma propre définition, non, c'est pas de l'hypnose cet état-là. D'accord. Toi, il faut forcément qu'il y ait une action extérieure. Ouais. Bon, alors c'est intéressant parce que justement, on va aller voir tout ça. Alors, donc si tu veux bien, on va parler d'abord de l'hypnose dite thérapeutique et celle qu'on connaît, en tout cas il me semble, c'est celle qui s'appelle l'hypnose ericksonienne. Pardon. C'est dur à prononcer. Donc parce qu'elle a été inventée par Milton Erickson. Donc ça traite en fait de tout un tas de problématiques, les problèmes de sommeil, de stress, d'angoisse, les addictions, etc. Et donc c'est une hypnose non directive, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait des hypnoses où c'était vraiment où le praticien donnait vraiment des consignes très strictes. Il disait au patient il faut faire ceci, il faut faire cela. Là dans l'hypnose ericksonienne, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est non directif et ça laisse donc la part au sujet d'être plus libre.
et afin qu'il déploie ce qui est important pour lui. Voilà. Est-ce que ça déjà, ce petit bout d'explication, ça te parle? C'est quelque chose qui pour moi est assez juste. Après ça dépend des personnes, etc. Et ça dépend de ce que l'on fait même dans l'hypnose, j'ai envie de dire. Parce que s'il y a toujours ce problème-là de le praticien, il va forcément diriger un minimum, et est-ce que du coup la façon dont il va faire les choses, où il va diriger, va être juste ou pas juste, s'il y a des manipulations derrière ou pas. Voilà, c'est pas forcément... mais en soi, le fait qu'il dirige un petit peu, mais qu'au final, il va laisser le subconscient de la personne indiquer les éléments et quand même choisir un chemin ou une façon de faire, est quelque chose qui pour moi est plutôt assez juste, dans le sens où on n'est pas complètement manipulé, tu vois. Il y a toujours des risques pour moi dans l'hypnose. Ça, je ne dirais pas le contraire. Ça dépend du praticien, ça dépend de la sécurité énergétique qu'on a autour, pendant, etc. Mais j'ai envie de dire que tel que tu le décris là, en tous les cas, parce que moi je ne l'ai jamais expérimenté, c'est pas quelque chose qui m'oppresse, ou je sens quelque chose, tu vois, de forcément négatif derrière. Mais encore une fois, ça dépend de comment le praticien après va faire ces éléments à l'intérieur. Parce qu'on peut diriger quelqu'un, mais on peut le diriger dans une zone remplie de mines, tu vois. Enfin, mais le praticien peut ne pas en être conscient. Parce que je pense que c'est des choses qu'ils ont appris, des genres de protocoles qu'ils ont appris. Et moi, dès qu'on va sur un côté protocole, je mets toujours des petits côtés au là, parce que pour moi, chaque situation est différente. Chaque symptôme amène des situations qui sont différentes, même si le symptôme peut paraître le même. Et donc, du coup, il faut vraiment, pour moi, à la base, il faudrait que le praticien capte ce qui est le plus adéquat pour la direction, comment diriger la personne. Alors, on va y revenir parce que j'ai des questions justement sur les dangers ou les risques de ces pratiques-là. Mais donc moi, ce que j'ai trouvé en préparant cette séquence sur ce type d'hypnose-là, c'est qu'on nous la présente vraiment comme une pratique sûre quand même. Alors, efficace et rapide et sûre, en tout cas sans danger, parce que on nous dit bien que le patient reste en fait sous contrôle. Parce que moi, j'ai toujours eu... la frousse, on va le dire comme ça, d'aller trifouiller dans l'inconscient. Pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin du tout, et j'ai jamais été très attirée par le fait qu'on aille trifouiller dans mon inconscient. Je suis désolée, je le dis comme ça. Oui, non, mais c'est très bien. Et là, donc, on nous dit que c'est efficace et sûr, parce que ça redonne justement du contrôle au patient. En l'amenant à développer ses propres capacités. Alors j'ai un exemple, j'ai une amie qui a fait des séances d'hypnose, qui m'en a raconté certaines, et qui, quand elle a continué à évoluer d'un point de vue énergétique après derrière, a dû revenir sur ces séances d'hypnose. Dans cette séance d'hypnose, je sais qu'elle va regarder la vidéo et qu'elle va se reconnaître. Coucou, je sais pas qui c'est. Dans ces séances d'hypnose, à un moment donné, elle avait des gros problèmes, notamment, il me semble, le problème de gluten, tu sais. Donc du coup son ventre ballonné à cause du gluten ou autre, donc elle essayait d'aller vraiment sur des solutions anti-gluten et autre chose, et le praticien lui avait dit à un moment donné voilà, elle avait un gros sac, elle pouvait y mettre tout ce qu'elle voulait, et puis le sac après le lancer dans le fond du lac qui était devant elle, quoi. Donc en fin de compte, notamment tout ce qui concernait ses problèmes de gluten, etc., elle avait mis dans le sac. Et plein d'autres choses différentes, alors je ne me souviens plus exactement quoi et tout, et elle avait jeté dans le fond. Donc c'est vrai que dans les jours qui ont suivi, elle a pu remanger du gluten sans avoir des problèmes au niveau de l'estomac, etc., des problèmes digestifs. Donc du coup, oui, il y a un côté un peu immédiat, ça paraît bien, etc. Et quelques années plus tard, elle a évolué du côté énergétique, parce qu'en côtoyant régulièrement, ceux qui s'intéressent un peu à ça finissent par évoluer en général. Et donc du coup, elle est rentrée dans la démarche, je demande est-ce que c'est en respect des lois licites, etc. Et à un moment donné, il a fallu qu'elle aille récupérer le sac au fond du lac, et puis elle le réouvre et qu'elle travaille vraiment, qu'elle voit quels sont les partons qui sont à faire par rapport à chaque élément, dont le truc du gluten, etc. Parce qu'en fin de compte, elle sentait que c'était toujours présent en elle, que c'était toujours là, c'était juste dissimulé, caché,
Il y a comme un voile qui s'est fait dedans, on a enterré le truc, mais on n'a pas résolu réellement le problème. Donc ça peut être bien à une certaine étape, je ne dis pas le contraire. Son praticien avait fait les choses plutôt bien parce qu'il l'avait laissé dire ce qu'elle devait mettre dans le sac et gros, c'est qu'il a choisi. Il l'a enterré, enfin du coup là, plutôt sous l'eau. C'est pas vraiment enterré, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, c'est sous l'eau. Mais l'eau va pas forcément nettoyer ce qui est dans le sac, va pas faire. C'est juste, on le dissimule pour l'instant. On va mettre comme des voiles sur certains plans, sur les différents éléments, mais on ne l'aura pas épuré. Donc elle a eu, en avançant plus tard sur son chemin, le fait de devoir épurer ces choses-là. Mais en même temps, est-ce qu'au moment où elle a fait l'hypnose, elle a été capable de faire l'épuration énergétique? Pas forcément. Donc ça peut être des choses intermédiaires. Donc oui, il peut y avoir une sensation d'immédiateté, une sensation que c'est résolu, mais ce n'est pas forcément définitif, parce que pour moi, c'est plus quelque chose qui est caché et dissimulé. Enfin, de ce que moi j'ai entendu en fin de compte des personnes qui avaient fait de l'hypnose. Je n'ai pas entendu tout le monde, je ne sais pas tous les praticiens comment ils font, ni quoi que ce soit, mais c'est ça. De moins de mon expérience. Ouais, alors... C'est vrai qu'en préparant, j'ai trouvé beaucoup de témoignages très positifs sur ces pratiques-là. J'en ai trouvé d'autres, effectivement, où il y a eu des problèmes. Il y a une personne qui disait que ça l'avait plongée dans un état dépressif très sévère après la séance. Elle avait perdu 10 kilos et elle s'en est pas remise. Enfin, si la personne, le praticien, ne sait pas ramener correctement la personne, c'est un peu comme le chamanisme, autre chose. Tu modifies la conscience. Oui, tu modifies la conscience de la personne, le niveau de conscience, tu modifies, tu le mets sur d'autres états ou autres. Si tu n'es pas capable de ramener la personne dans la matière, pour moi ça pose problème. Et c'est pour ça que je suis quand même assez mitigée sur des praticiens qui vont apprendre ça dans la matière d'une certaine manière. Limite, en ce moment, j'ai l'impression que dans le milieu médical, pour pouvoir faire des opérations sans anesthésie ou autre, il y en a qui vont se former à ça. Mais s'ils n'ont pas une sensibilité à l'énergétique réellement et qu'ils suivent juste un protocole, pour moi, il y a des dangers derrière parce qu'ils ne peuvent pas savoir s'ils ont complètement ramené la personne dans la matière. Et pour moi, ça reste un danger dans ce sens-là. Si la personne est sûre de ramener la personne dans la matière, il n'y a pas de souci. Comme le chamanisme, si le chaman sait complètement ramener la personne dans la matière et sait fermer toutes les portes et autres trucs, il n'y a pas de souci. Mais il faut une maîtrise. Et c'est le genre de pratique où il y a besoin d'une maîtrise qui va au-delà de la matière. Oui. Bon, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Alors, par rapport à ce type d'hypnose-là, quand on nous dit que c'est sans danger et que le sujet reste sous contrôle, c'est souvent ça qui est mis en avant pour dire que c'est sans danger. C'est-à-dire que la personne est, entre guillemets, consciente quand même pendant la séance puisqu'elle interagit avec le praticien. Tu peux être en hypnose et interagir et ne pas être totalement dans la matière pour autant. Et à un moment donné, il faut le ramener complètement. Bien sûr. Oui, puisque l'hypnotiseur, le praticien, il crée un état modifié de conscience. Donc, il a bien une action sur le patient, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'a toujours interpellée, quoi. Me dire quelle garantie on a, quoi. Parce qu'en fait, on nous dit bien que l'hypnothérapeute induit un état de conscience modifié et après cette induction-là, il utilise des suggestions hypnotiques pour implémenter de nouveaux schémas comportementaux. Donc, mais là, tu fais une reprogrammation, tu ne résous pas le problème. Et c'est ça que je reproche un petit peu. Mais en même temps, sur un chemin particulier, comme ça a été le cas pour mon amie que j'ai citée tout à l'heure, et à ce moment-là, c'était ce qui était adéquat pour elle. Il faut pas non plus le rejeter parce qu'à un moment donné, on peut dire il y a des risques ou machin chose. Si à un moment donné, on sent que ce praticien nous convient, c'est que c'est en fin de compte sur notre chemin d'aller vers ce praticien-là. On a une expérience à y vivre, etc. On a des choses à comprendre. Elle a compris plein de choses par rapport à ça après coup parce que derrière, elle a eu retravaillé dessus. Mais voilà, il ne faut pas forcément aller tout de suite vers quelque chose qui paraît idéal parce que c'est peut-être pas notre chemin aussi de le faire. Il faut le faire avec son ressenti, comme j'avais dit sur une des premières vidéos qu'on avait fait, où tu me posais les questions sur les différentes pratiques. C'est pas parce que moi aujourd'hui ça me conviendrait pas, que j'ai une certaine vision des choses ou autre, que ça ne va pas correspondre à d'autres personnes.
après, moi, si tu me demandes quels sont les risques ou autres, forcément, je vais dire que pour moi, quelqu'un qui n'a pas une sensibilité énergétique et n'est pas capable de capter s'il a complètement ramené la personne dans la matière, même si en fin de compte l'état modifié de conscience est faible, il faut quand même la ramener dans la matière. Parce que la personne, si elle va voir un praticien, c'est que de base, forcément, elle n'est pas forcément pleinement équilibrée, pas pleinement en harmonie, elle manque peut-être d'ancrage ou autre chose. Et du coup, ça va accentuer tout ça. Donc c'est important quand on va sur un domaine qui est quand même un petit peu énergétique, il faut le dire. Parce qu'on va aller sur des états qui ne sont pas directement dans la matière. Et il faut savoir le gérer correctement. Comme souvent lors des interviews avec Anne, l'enregistrement est assez long. Nous avons donc décidé avec Anne de le séparer en 3 parties. Nous vous disons donc à très bientôt pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience ou poser vos questions sur ce thème. À bientôt. Au revoir. Au revoir.